Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Tonin au micro de Twip. Tonin voyage un peu partout avec sa conjointe Mathilde, sa chienne Ouna et son van. Originaire d'une des régions les plus plates de France, eux, ce qu'ils aiment, c'est la montagne. Et c'est justement où il nous emmène puisque nous allons parler des Dolomites, les Alpes italiennes, avec son chien. Dans cet épisode, Tonin nous partage ses spots préférés et plein de bons conseils pour profiter au maximum de cette superbe région. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Tonin, comment vas-tu ? Salut Alicia, ça va très bien. Merci de me recevoir sur Twip. Eh bah, avec grand plaisir, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast donc pour parler d'une destination qui fait rêver beaucoup et où tu as été déjà 2 fois, donc les Dolomites. Eh ben, merci à toi. Oui, c'est vrai que les Dolomites, ça fait vachement rêver. C'est un peu la carte postale idyllique d'Instagram. C'est clair, surtout en Europe. Ouais, j'ai hâte de tout partager avec vous pour pouvoir bien voyager avec son chien et passer de bonnes vacances dans cette région d'Italie. Et surtout que toi, t'es bien calé niveau voyage avec son chien puisque t'emmènes Ouna un peu partout au final, pas seulement dans les Dolomites. Ouais, ça va faire... déjà, en van, nous, ça fait 7 ans qu'on voyage en van. Ah ouais, je pensais pas que ça faisait si longtemps. Ouais, alors on voyage pas à l'année, nous c'est vraiment pour les week-ends prolongés, les vacances, mais on a acheté notre premier van avec Mathilde, qui n'est pas présente mais qu'on voit régulièrement sur Instagram. Et on a acheté notre premier van en 2016, c'était un petit van qu'on avait aménagé nous-mêmes. On a racheté il y a 2 ans notre plus gros van maintenant qu'on voit, qui nous permet de partir toute l'année avec en fait. Ok, et vous l'avez aussi aménagé vous-même celui-ci ? Et non, celui-là c'était un choix, on va dire personnel entre guillemets, on n'a pas voulu l'aménager nous-mêmes parce que c'était compliqué niveau délai pour avoir vraiment toutes les pièces, trouver le porteur. On a préféré prendre un truc déjà tout fait et puis pouvoir partir directement sans perdre entre guillemets perdre tout le temps de l'aménagement qui est quand même assez long. C'est pas mal de boulot, surtout qu'on voulait avoir un chauffage, on voulait avoir une douche, on voulait vraiment pouvoir partir toute l'année avec. Donc t'as pas mal d'homologation en France. Et donc là, on s'est dit non, on va acheter un van déjà tout fait. Et comme ça, on n'a plus qu'à mettre nos affaires dedans et à partir avec. Avant de commencer de parler des Dolomites et de ce voyage incroyable, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors moi, c'est Tonin, j'ai 31 ans, je vis actuellement sur Chartres, en région parisienne. Je vis avec Mathilde. Comme je l'ai dit, ça va faire 7 ans maintenant qu'on part quasiment 1 à 2 fois par mois en van. Et puis après, on fait toutes nos vacances en van. On y a vite pris de goût. Et on est de très grands fans de montagne. Ce qui est assez ironique quand on vit dans la partie la plus plate de France, je pense. Dès qu'on a un week-end, on part souvent en Auvergne. C'est vraiment les montagnes les plus proches de nous. Après, dès qu'on a une semaine de vacances, on va partir dans les Alpes françaises, parce qu'il y a quand même de quoi faire aussi en France. On a fait les Alpes françaises, on a fait pas mal la Suisse aussi, on a fait l'Allemagne en fin d'année, et on a eu notre coup de cœur pour l'Italie. Et oui, alors nous avons adopté Ouna à la fin du premier confinement. Du coup, elle nous accompagne maintenant avec nous tout le temps, on fait tout avec elle. Ça a été un choix très réfléchi, on a mis énormément de temps à passer le cap en fait. Avec Mathilde, on a tous les 2 grandi avec des chiens, chacun de notre côté. Après, quand on s'est mis ensemble, on a hésité assez longtemps à avoir un chien par rapport au travail, déjà. Parce que comme beaucoup de gens, on travaille 40 heures par semaine, on fait des journées de 8 heures. Donc on s'est dit, est-ce qu'un chien va vraiment être heureux, en tout cas la semaine avec nous ? Et je pense qu'avec le premier confinement, comme beaucoup de gens, ça a débloqué pas mal de choses. Et on s'est dit, si on le fait pas maintenant, on sautera jamais le pas. Donc autant mettre les choses en place pour bien accueillir le chien, se renseigner, on a eu le temps de bien se renseigner. C'est vrai qu'avant on rentrait pas le midi pour manger, maintenant tous les midis on rentre, on court toute la semaine, on va courir au moins 2 fois par semaine avec elle, tous les soirs on va la balader, le matin moi je vais la balader aussi et au final elle est hyper heureuse avec nous quoi. Où est-ce que vous l'avez adopté ? Tu m'avais dit que c'était une adoption un peu particulière. Alors, on l'a adopté à la SPA, un petit chien qui a été abandonné à la fin du premier confinement, du coup. Nous, on a commencé à se renseigner, en fait, vraiment, quand les SPA ont commencé à rouvrir, en fait, où tu pouvais y aller sur rendez-vous. Parce que tout le temps des confinements, t'avais pas accès au SPA. Et vu qu'on avait pas mal de temps, nous, on travaillait pas au premier confinement, un temps
aménagé. On avait ouvert vraiment toutes les pages SPA du coin, que ce soit Orléans, Le Mans, région parisienne, Chartres. On actualisait tous les jours. À la base, on savait pas trop ce qu'on voulait comme chien. Enfin, surtout moi, en fait, parce que je suis complètement gaga des chiens et tu mets n'importe quel chien devant moi, je suis trop heureux, tu vois. Donc au début, on était un peu perdus au niveau de la race, savoir ce qu'on voulait. Après, on s'est dit, voilà, on a quand même, par rapport au van, on fait énormément de randonnées. Avec Mathilde, on court tous les deux. Donc, on s'est dit, il nous faut quand même un chien, voilà, qui puisse nous suivre dans toutes nos aventures, qui puisse tout le temps être avec nous sans trop peiner. Donc, le Border Collie est pas mal ressorti. On s'est dit, ouais, ce serait un chien qui nous irait bien. Une fois qu'on a trouvé la race, ouais, on n'a pas arrêté de faire des recherches. Comme je disais, on a actualisé vraiment toutes les pages tous les jours. On avait repéré 2 Border Collie qui nous étaient passés sous le nez. Et un de ces jours, on actualise et là, il y a Ouna en fait qui apparaît. Donc, on a vite contacté la SPA pour pas que ça nous arrive à nouveau, qu'elle nous passe sous le nez. Et elle était disponible, elle avait été vraiment reçue, il me semble, dans la veille, enfin, elle venait d'être publiée sur Internet. Donc, on s'est dit, nous, on était vraiment intéressés. Donc, on a été la voir le lendemain. Ça a été une bonne surprise. Enfin, ça nous a un peu inquiété en la voyant la première fois, parce que c'est un chien, en fait, apparemment, qui a été abandonné parce qu'elle aboyait énormément. Les anciens propriétaires avaient eu des problèmes apparemment avec le voisinage et la gendarmerie. Skuna aboyait énormément, donc nous ça nous faisait peur parce qu'on vit en maison avec du voisinage autour, quoi, comme tout le monde. Donc la première fois qu'on y a été, on nous a mis dans un petit parc avec elle pour voir comment ça se passait et tout. Et c'est vrai qu'elle aboyait énormément et vraiment des aboiements hyper aigus, tu sais, hyper anxieux en fait. Au début, on s'est dit, ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'on prend le risque de la prendre aussi? Parce que nous, on voulait pas, prendre un chien pour le ramener derrière ou ne pas réussir à gérer la chose. Et en fait, à force de jouer avec elle et tout, on a vu qu'on avait réussi quand même à la calmer, à l'apaiser, tu vois. Donc on s'est dit, on va quand même tenter la chose, il n'y a pas de raison, enfin, on va faire tout ce qu'il faut, s'il faut, voilà, on appellera les gens pour nous aider. Et au final, la semaine d'après, on allait chercher Ouna à la SPA et puis elle venait avec nous pour sa nouvelle vie, quoi. Ouais, toujours un gros moment quand t'as enfin le chien tant attendu qui est avec toi. Enfin, je pense que c'est un souvenir qui marque bien. C'est vrai que c'est étrange, Pour moi, ouais, c'était vraiment comme un enfant, tu sais, le jour de Noël, tu vois, où t'as vraiment le cadeau que t'as toujours voulu, et là, tu l'as. Ah ouais, c'était fou, quoi. Et voilà, en fait, après, tout s'est fait hyper naturellement avec elle. Avec nous, elle a jamais aboyé, en fait. Après, voilà, on a mis quand même des choses, je pense, en place pour qu'elle puisse s'amuser. Je pense qu'elle devait vachement s'ennuyer, en fait. Enfin, c'est comme un chien que tu laisses dans un jardin en permanence. Au bout d'un moment, le pauvre, il s'ennuie, il aboie, quoi. Enfin, ça se comprend. Et ouais, avec nous, tout s'est fait naturellement. Après, il a fallu apprendre quand même pas mal de choses. Parce qu'on s'est vite rendu compte qu'elle devait pas sortir beaucoup du jardin. Elle connaissait pas grand-chose. Dès qu'on était dans la rue, elle voyait un chat, elle voulait courser les chats. Enfin, elle voyait un oiseau sur le trottoir, elle voulait à tout prix l'attraper. Les gens, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait un peu trop proche d'elle sur un trottoir, elle sautait sur tout le monde pour faire la fête. Enfin, il a fallu un petit temps d'adaptation, mais ça s'est fait. Moi, je trouve que ça s'est fait rapidement, qu'on a vraiment eu beaucoup de chance, en fait. Ouais, c'était comme un petit chiot, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Fallait tout lui apprendre, tout lui montrer. Mais non, c'était fait vraiment bien. Après, je sais qu'à la maison, on avait mis pas mal de choses en place aussi pour pas qu'elle s'ennuie. On lui avait acheté des Kongs pour quand on partait au travail, des choses du genre. Puis on essayait de la défouler au maximum, quoi. Que ce soit le midi, on la faisait jouer dans le jardin. Le matin, pareil, moi, j'essayais de la faire jouer. Puis au final, tout s'est super bien passé. Alors que moi, je sais que le temps de l'adoption, il y avait un temps où il fallait attendre un petit peu parce qu'il fallait qu'elle soit stérilisée, du coup, avant qu'on aille la chercher. Et moi, j'avais regardé toutes les vidéos YouTube inimaginables, comment faire pour éduquer son chien quand il aboie. Enfin, j'avais l'impression de tout savoir, tu vois, d'être prêt. Et au final, il y a plein de conseils que j'avais vus sur YouTube qui fonctionnaient pas avec Ouna. Après, ça se comprend, je pense. Enfin, chaque chien est différent. Enfin, chaque chien a sa personnalité, donc il faut aussi s'adapter à l'animal. Et qu'est-ce qui a le mieux marché pour toi, du coup? C'était répondre à ses besoins de dépenses physiques, si j'ai compris, lui trouver des occupations lorsque elle était seule. Et il y avait d'autres choses? Ouais, voilà, faut vachement la dépenser, parce que c'est vraiment une boule de nerfs, et elle est très demandeuse. Et faut énormément lui parler, en fait. Faut être avec elle, faut lui parler. J'avais vu un rituel, quand tu partais au travail, il y a des gens qui conseillaient, tu sais, déjà de faire une pièce pour l'animal, caler sa chambre avec vraiment ses jouets, enfin ses objets à elle, tu vois. Et ils expliquaient que quand tu partais au travail, il fallait mettre le chien en gros dans sa pièce et
partir sans lui dire au revoir, sans rien, tu sais, pas créer une certaine émotion, enfin, inquiéter le chien comme si allait se passer quelque chose, tu vois. Fallait mettre le chien dans la pièce, faire demi-tour, partir, et puis comme si de rien n'était, tu vois. Et donc nous, les premiers jours, on a essayé ça avec Ouna. Et en fait, elle grattait la porte, elle aboyait dans tous les sens. Enfin, là, on s'est dit, ouais, ça va être un peu compliqué. Ça faisait un peu peur, tu vois, au niveau du voisinage et tout. Je me suis dit, ouais, là, enfin, faut qu'on trouve une autre solution, parce que ça fonctionne pas avec elle. Et en fait, tu vois, maintenant, on dit Ouna au dodo, et puis elle prend, on lui donne son Kong. Elle va se coucher, tu lui fais une caresse, tu lui parles, tu fais à tout à l'heure, enfin, tu sais, tu fais un peu le gaga, quoi, comme avec ton chien, comme les gens font. Et en fait, ça marche nickel, quoi, tu vois, elle aboie pas du tout. Au final, pour Ouna, c'était un peu l'inverse de ce qu'on te conseillait, quoi. Ouais, voilà, complètement, ouais. C'est une boule d'émotion, en fait, qu'il faut canaliser, il faut la rassurer, il faut être là avec elle, tu vois. Et ouais, faut pas jouer l'indifférence parce que ça fonctionne pas du tout, en fait, parce qu'elle comprend pas. Peut-être après, il y a eu le fait aussi de l'abandon, tu sais, qui l'a peut-être marqué, et peut-être que ça lui déplaît d'être comme ça, d'être toute seule, sans qu'on lui dise rien. Donc, non, ouais, il faut être là derrière elle, enfin, être avec elle, lui parler énormément pour la rassurer, quoi. Ok. Et pour ceux qui connaissent pas encore Ouna, elle ressemble à quoi? Tu peux nous la décrire un petit peu? Alors, on n'est pas sûr des races exactes de Ouna. Elle a du border collie. Ça, je pense que c'est quasiment certain. Après, la dame de la SPA nous avait dit qu'elle avait un croisement avec un setter anglais, peut-être. Parce qu'en fait, ça fait vraiment un border collie qui est un peu plus haut sur pattes, qui est plus fine qu'un border collie. Elle a pas ce côté un peu trapu des borders. Et elle a les poils, en fait, des poils assez longs, comme vraiment les setters, tu sais, derrière les pattes arrière, derrière le ventre. Et c'est vraiment, le chien tout noir avec la petite cravate blanche au niveau du poitrail. On a croisé pas mal de gens qui avaient des chiens similaires à Ouna. Et à chaque fois, en fait, c'est soit un border croisé avec, on avait eu un labrador, on avait eu des gens aussi avec un berger allemand. On se pose souvent des questions, et dès qu'on croise, en fait, un setter, on l'observe bien, et on se dit, ouais, il y a pas mal de Ouna, en fait, au final, par rapport au poil, je te dis, qu'elle soit plus élancée, vraiment comme un chien de chasse, entre guillemets. Donc, ouais, ça fait quand même un beau petit mélange, quoi, elle est quand même mignonne. Ouais, avec deux beaux yeux marrons. Ouais, des beaux yeux noisettes, ouais, qui ressortaient bien. C'est clair, sur tes photos, tu les mets trop bien en valeur en tout cas. Est-ce que tu aurais des conseils à partager justement pour les personnes qui aimeraient adopter un chien en SPA? Un conseil, ouais, je pense qu'il faut essayer de se renseigner au mieux du passif du chien. Après, ça, malheureusement, c'est pas forcément évident. Soit les gens, quand ils abandonnent un chien, vont jouer le jeu et puis vont vraiment bien t'expliquer ce qui s'est passé. Là, nous, voilà, on n'avait pas plus, on savait qu'elle aboyait, mais on savait pas trop pourquoi au final. Donc, ouais, essayer de connaître le passif du chien, se déplacer, aller voir le chien aussi, parce qu'avec des fois, avec des chiens, ça peut ne pas matcher, ce qui est normal, quoi. Enfin, c'est comme des êtres humains, faut se déplacer, aller voir le chien en vrai. Et après, faut se dire, nous, on s'était vachement préparé à se dire, voilà, ça allait être entre guillemets, pas compliqué, mais voilà, qu'on allait avoir pas mal de travail derrière avec Ouna. Au final, pour nous, ça s'est passé quand même assez, comme j'ai dit, naturellement, facilement. Mais je pense, voilà, faut quand même être prêt à travailler quand même un peu sur le chien, s'il y a un passif un peu compliqué. Et après, au final, je pense que ça en vaut quand même la peine, parce que quand les chiens sont abandonnés comme ça, ils rendent quand même au centuple leur amour envers leur maître, quoi. Mais ouais, faut ça, et puis faut pas hésiter aussi à mettre des choses en place chez soi, que ce soit par rapport aux jouets, aux Kong, toutes ces choses-là, pardon, c'est quand même bien utile et ça aide aussi vachement bien à apprivoiser le chien, quoi. C'est vrai. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, avec pas mal d'échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes qui avaient adopté des chiens, donc déjà adultes en association, généralement, ils avaient un comportement entre guillemets déplaisant, je sais pas, destruction, aboiement, enfin toutes ces choses-là. Et au final, les personnes qui les adoptent vraiment s'occupent de répondre aux besoins de leur chien. Toutes ces problématiques de comportement, elles les ont pas, voire même jamais rencontrées, parce que simplement le chien se dépense comme il faut et a tout ce qu'il lui faut en fait. C'est ça, ouais, en général, c'est tous ces comportements-là, ouais, c'est juste que voilà, les gens n'accordent pas assez de temps en fait au chien. Nous, je sais qu'il y a juste un comportement qu'elle a qui persiste. Après, bon, je pense comprendre pourquoi, elle aime pas les pieds en fait. La première semaine où on l'a eu, le week-end d'après, on partait en van parce qu'on s'était dit, les gens de la SPA nous avaient conseillé d'essayer de ne rien changer en fait à nos habitudes, que le chien soit très vite baigné en fait dans ton quotidien. Donc on était parti en van et l'après-midi on s'était mis à l'époque on avait encore le petit van, donc on avait vraiment qu'un lit, donc quand tu rentrais dans le van t'étais sur le lit et Ouna était sur le lit, tu vois. Et à un moment elle était à nos pieds, moi je m'étire les pieds et en fait elle s'est retournée hyper brusquement, en grognant, en aboyant. Après ça, je pense, voilà, elle a peut-être reçu des coups de pied quand elle était petite, tu vois, elle a ce truc
Donc ça, tu vois, je sais qu'elle aime pas trop quand t'approches tes pieds d'elle, mais ça passe quand même avec le temps, tu vois. Elle voit que c'est pas agressif, quoi, on n'est pas agressif envers elle ou quoi, mais elle a quand même, tu vois, à chaque fois ce petit sursaut de dire, enfin, je connais ça, c'était pas cool. Ouais, une petite peur ancrée, quoi. On enregistre cet épisode également pour parler de voyage dans les Dolomites, région sur laquelle tu as fait pas mal de contenu sur les réseaux qui sont vraiment incroyables. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes road trips que tu as fait dans cette région de l'Italie, puisque tu en as fait 2, il me semble, à des saisons différentes? Alors la première fois qu'on est parti dans les Dolomites, c'était l'année dernière au mois de mars, parce qu'on on adore la montagne encore plus, enfin en hiver quand il y a de la neige. Donc on est parti au mois de mars, début mars c'était. On était parti une bonne semaine. C'est la deuxième fois, on est parti début juin de cette année aussi, l'année dernière. C'était pour une semaine et demie qu'on était parti. Est-ce que déjà, du coup, tu as trouvé vraiment des... Enfin, il y en a forcément, mais des différences entre l'hiver et l'été, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure, de monde présent sur les sites? Alors oui, après alors déjà c'est pas la même forme de tourisme, on va dire, parce que quand tu y vas l'hiver en général, c'est que des gens qui vont dans les stations de ski. Donc nous, je sais que cet hiver on a profité pour aller voir des cascades et tu vois, il y a personne, enfin sur tous les lieux de randonnée. Après t'as pas mal de randonnées aussi que tu peux pas forcément faire en hiver. Comme je vois cet hiver, on avait voulu monter à Céceda. C'est vraiment le point de vue, connu des Dolomites. Et quand on est arrivé au télécabine, le monsieur nous a clairement dit ça valait pas trop le coup parce qu'en fait quand tu montes en haut du télécabine, il y a que des pistes de ski en fait. Donc il nous a dit vous allez payer en plus je crois que c'est 70 € je crois l'aller-retour, c'est hyper cher. Il faut pas mal se renseigner des spots avant. Tous les spots ne sont pas accessibles de la même manière, notamment si tu skis pas du coup. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Après c'est partout, enfin c'est partout pareil, que ce soit en France ou quoi. Donc ouais, quand tu y vas en hiver, faut se dire que tu pourras pas tout faire. Faut se dire aussi que niveau des lacs, la plupart sont gelés et puis recouverts de neige. Il y a certains lacs qui ont moins d'intérêt à être vus à cette période-là. Après nous, je sais qu'on avait été cet hiver au Lago di Bré, le plus connu, le plus touristique. Il y avait personne, il y avait une ambiance de fou quoi, parce qu'il faisait beau, le lac était complètement gelé. Je sais que tu peux le traverser, alors je sais pas si tu as le droit de le traverser à pied ou pas, il y a des gens qui le traversaient en ski de rando, tu vois, le lac. Et c'était trop beau, quoi, et t'avais personne, enfin, alors que ça, c'est vraiment l'endroit qui est bondé en hiver, donc ouais, en été, pardon. Donc ouais, tu vois, t'as des lieux à faire comme ça qui sont quand même sympas. Après, c'est sûr que ça n'aura pas la belle photo comme au printemps ou en été. Mais c'est quand même sympa à faire. Et sinon, après, c'était au mois de juin. Alors moi, je tiens à dire aussi que j'ai eu 2 expériences dans les Dolomites, que ce soit en juin ou en mars. Et j'ai eu pas mal de retours cet été après, on va dire juillet-août, de gens qui étaient assez étonnés de voir que sur mes photos, moi, j'avais pas grand monde, c'était assez vide à chaque fois. Et je tiens à dire que nous, quand on part comme ça, en fait, en été, on se lève hyper tôt pour les randonnées, c'est 4h, 4h30. Parce que déjà, moi, j'aime bien faire de la photo, donc j'aime bien choper les belles lumières. On a pris cette habitude-là, en fait. Quand on est en van, on a vraiment un rythme décalé, comme ça, on évite vraiment tout le monde. On part à 4h en randonnée, 4h du matin en randonnée, on rentre au van, il est quoi? Il est 10h30, 11h, quoi, selon la taille de la randonnée. Et comme ça nous permet d'avoir vraiment personne avec nous en permanence. Et au mois de juin aussi, t'es hors période scolaire. Donc t'as aussi beaucoup de monde en moins partout, quoi, au final. C'est les Dolomites, c'est très beau, mais ça peut vite devenir entre guillemets un cauchemar tellement il y a du monde partout. Tu vois, sur les spots les plus connus, c'est carrément des cars de touristes en fait qui déboulent et ça peut vite gâcher ton plaisir, quoi, au final. Moi, je sais que j'ai du mal à visiter des lieux quand il y a beaucoup de monde autour de moi. T'apprécies pas pareil, quoi. Et sur les 2 fois où tu y as été, t'as fait à peu près le même parcours? Oui, on a fait à peu près le même parcours. Après, il y a des choses, du coup, l'hiver qu'on n'a pas pu faire. Parce qu'en fait, quand on est parti l'hiver, il a fait beau la première partie de la semaine. Et après, en fait, on n'a pas eu du tout de chance. C'était des jours blancs, en fait, à chaque fois. Le ciel hyper bas, tu voyais pas à 50 mètres. Et en fait, du coup, on voulait aller voir, par exemple, les Tressimé. Et puis, impossible à aller voir parce que tu voyais rien, en fait. Et les journées comme ça où t'avais prévu de sortir et que t'es coincé dans ton van, tu fais quoi? Du coup, on s'était rabattu. On avait fait des plus petites randos et plus basses en altitude. On avait été voir les cascades de Riva. C'est une petite randonnée de 1h30. Elle est super sympa. En plus, tu remontes le fil de l'eau et t'as une cascade toutes les demi-heures, tu vois.
ou tous les quarts d'heure. Je crois que c'est plus rapproché, même ça doit être tous les quarts d'heure. Donc là, tu vois, on avait profité de ça. On avait été voir aussi les pyramides de terre de Renon. Ça te fait comme les cheminées de fées, tu vois, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est des petites randonnées dans les bois, tu vois. Donc, on avait réussi à trouver des plans B comme ça en cherchant sur Internet. Et on avait vraiment abandonné tout ce qui était vraiment grosse randonnée de montagne. C'était dit tant pis qu'on était un peu résignés, mais malheureusement, enfin, on voyait pas trop intérêt de marcher 4-5 heures, puis on voyait rien. Enfin, tu pouvais même pas, parce que c'était un coup à se perdre, c'était hyper dangereux, quoi, en montagne. Tu peux pas partir en randonnée avec des temps comme ça, surtout quand tu connais pas les lieux, quoi. Et pour toi, quels sont les incontournables des Dolomites avec son chien? Tu vas avoir le lago d'Ibray, quand même hyper beau comme lac. Après, c'est très facile d'accès, donc tu as énormément de monde. Enfin, là, j'ai vu un reportage, apparemment, maintenant en été, ils te mettent carrément un portique à 8 km du lac et tu es obligé de réserver en fait à l'avance sur Internet pour pouvoir accéder au lac. Tellement il y a du monde, enfin, ça devient complètement fou, quoi, ce lac. Nous, tu vois, on l'a fait au mois de juin, il y avait un peu de monde. Je vais pas te mentir, il y avait quand même du monde. On a pu se garer, tu vois, quand même assez facilement et faire notre tour du lac. Mais bon, t'as beau te réveiller quand même à 4 heures du matin pour faire des belles photos. T'auras, je sais pas, 5-6 photographes. T'auras même des mariés qui vont être là pour leurs photos de mariage. Enfin, mais je pense qu'il est quand même à voir, tu vois. Et tu peux aussi faire un tour de barque. Ils acceptent les chiens. Donc ça, j'ai trouvé ça, tu vois, plutôt cool. Donc je dirais qu'il y a, il y a ça. Il y a les Tressimé aussi. C'est vraiment aussi la carte postale des Dolomites. Après, les Tressimé aussi, ça peut coûter hyper cher. Parce que soit tu te gares au lac d'Antorno, en fait, qui est un peu plus bas. Et après, tu as un système de route à péage, ils appellent ça la route panoramique. Et c'est 45 € en van pour monter. Donc c'est hyper cher. Enfin, donc nous, je sais qu'on avait dormi au lac d'Antorno, qui est juste en dessous. Et après, on avait fait la randonnée, mais ça te fait une randonnée de 15 km. Donc ça te fait quand même une bonne grosse marche. Et c'est un site qui est accessible hyper facilement. Donc tu as carrément des cars, en fait, qui montent jusqu'au premier refuge. Je crois que c'est le refuge d'Antorno qui est en haut. Et après, t'as vraiment des cars des gens, plein de gens qui se baladent là-bas, donc c'est bondé, mais bon, enfin, je pense que c'est à voir quand même. Je dirais ça, après, je pense qu'il y a quand même CCDA, enfin, après, c'est vraiment, toutes les cartes postales que tu vois sur Insta, mais ouais, ça reste quand même aussi beau en vrai que sur Internet, quoi, c'est quand même à voir en vrai, hein. Sinon, ouais, je voulais dire aussi, t'as le lac de Sorapis aussi à faire, qui est l'un des plus beaux. Par contre, la randonnée, voilà, elle est pas... C'est une randonnée entre guillemets qui est assez difficile, t'as pas mal de passages vertigineux vers la fin. Faut vraiment avoir un chien, voilà, qui est à l'écoute ou qui peut être assez calme. À la fin, t'as pas mal de passages avec des escaliers en gris, comme souvent en montagne, donc ça peut impressionner les chiens. Ou t'as pas mal de passages assez exigus avec une ligne de vie, tu sais, sur le côté. Donc c'est pas forcément évident. Ça c'est pareil, ce lac-là, nous, je sais quand on l'avait fait, on était parti à 4 heures du matin aussi. On était arrivé là-haut, il devait être quoi, 6h30. On avait profité du lac pendant une bonne heure, tu vois, on était redescendu. Et du coup, on s'était dépêché de redescendre justement pour éviter toute la fin. Tu peux pas te croiser en fait avec les gens, c'est hyper compliqué, donc on s'est dit on va vite repartir pour passer ce passage-là. Et après, en milieu de randonnée, en fait, t'avais des fois des files de centaines de personnes en fait qui montaient au lac. On s'est dit, ouais, heureusement qu'on est redescendu rapidement, parce que tous ces gens-là, tu les croises en haut, c'est pas la peine, quoi. Enfin, tu peux plus redescendre, c'est hyper dur à gérer. Enfin, avec Ouna, tu vois, ça rallongerait pas mal la rando, je pense. Et puis, ça peut te dégoûter un petit peu de l'endroit, quoi. Tu te dis, c'est quand même triste. Après, ça se comprend, le lac est magnifique et tout. Après, c'est l'afflux de personnes, en fait, qui arrivent en même temps. C'est ça qui est compliqué à gérer dans des lieux comme ça, quoi. Les incontournables que tu as fait avec Ouna, vu que de toute façon tu avais Ouna avec toi, ils étaient tous accessibles aux chiens. Oui. Alors après, faut savoir déjà que de base, l'Italie, c'est vachement plus dog-friendly que la France, que la Suisse, qu'on a aussi pu voir en Allemagne, d'après notre expérience personnelle. La plupart des choses des randonnées sont accessibles aux chiens. Après, même les remontées mécaniques, les télécabines, les funiculaires, toutes ces choses-là sont en général acceptées aux chiens. Après, tu peux avoir des fois ils demandent de mettre une muselière, tu vois, à ton chien. Ce que j'ai trouvé pas mal, ça par contre, c'est qu'en général, quand ils demandent une muselière, ils vont en avoir en vente sur place. Donc ça, tu vois, ça reste quand même bien pratique. Si t'as pas prévu, tu peux... Ouais, t'es pas bloqué, tant pis, on fait demi-tour. C'est ça, tu peux pas te retourner et puis ne pas voir l'endroit, quoi. Je crois ils vendent ça 5-6 €, tu vois, c'est pas non plus exorbitant, je trouve, comme prix. Tout est accessible aux chiens. Je sais qu'il y a même j'ai trouvé ça pas mal, une ligne de supermarché qui est accessible aux chiens aussi. Dans toute l'Italie ou spécifiquement aux Dolomites? Non, c'est toute l'Italie, ouais, c'est la chaîne, il me semble que ça s'appelle Conad, les supermarchés Conad, et en fait, tu peux aller faire les courses avec ton chien. Il y a une autre chaîne aussi qui accepte les chiens, j'ai plus le nom, je me souviens plus du nom, mais ça, j'ai trouvé ça pas mal, ça évite de laisser ton chien dans le van, surtout quand c'est l'été, qu'il fait chaud, c'est jamais, nous, je sais
On la laisse jamais dans le van, donc à chaque fois, c'est soit Mathilde qui va faire les courses, moi j'attends et puis je vais me balader avec Ouna sur le parking. Alors que là, tu peux emmener le chien avec toi, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Puis quand t'es tout seul en van et que tu dois faire des courses, c'est quand même problématique, quoi. Alors, surtout en plein été, chose à ne pas faire. On le sait tous, mais on le répète. Ouais, ça peut être vite compliqué, quoi. Après, je sais quoi, les refuges aussi, en général, acceptent les chiens. Les restaurants acceptent les chiens. Les chiens, ouais, sont vraiment... Enfin, nous, on n'a pas eu de refus, en fait, par rapport à Ouna. Ok, même pour manger à l'extérieur. Ouais, on n'a pas fait énormément de restos non plus, mais on a fait quoi? On a dû en faire 3 4 quand même. Et ouais, non, à chaque fois, elle était acceptée. Enfin, les gens, il n'y avait pas de problème. Tu leur demandais, enfin, c'était limite, pourquoi tu demandes ça? Tu sais, en fait, t'es en Italie, donc viens avec ton chien, il n'y a pas de souci, tu peux l'emmener avec toi, quoi. Vraiment le rêve de tous ceux qui voyagent avec leur chien, quoi. C'est ça, ouais, parce que c'est vrai que quand des fois tu tombes dans des pays et que c'est compliqué, donc des fois, rien que le van, c'est une contrainte pour pouvoir trouver des spots et tout. Et en plus, si t'as un chien en plus, enfin, ça te rajoute encore des petites galères d'organisation, quoi. Alors que là, t'as pas ça dans les Dolomites, donc ça te soulage d'un poids, je trouve. Ouais, j'imagine. Et justement, tu parlais du van, des contraintes que tu peux avoir. Est-ce que dans le même sens que ma question que je t'ai posée pour Ouna, c'est van friendly, si je peux dire ça comme ça, tu vois? Est-ce que c'est plutôt facile de trouver des spots où se poser en van, etc. Moi, j'ai envie de te dire oui, mais alors par rapport à la période à laquelle on y a été, hors période de vacances, de grande influence, moi, ouais, j'ai trouvé ça quand même assez simple de trouver des spots. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as pas mal aussi de lacs et les parkings peuvent être vite payants. Mais nous, quand on est parti au mois de mars, il n'y a rien qui était payant. Toutes les bornes étaient ouvertes, tu vois. Enfin, et même au mois de juin, on a réussi à trouver quand même pas mal de parkings qui étaient gratuits. On avait aussi même une aire de camping-car. C'est celle qui est en bas des Tressimé vers le lac Missourina. Il y a une grande aire de camping-car avec la vue. Enfin, la vue est magnifique en plus. Et tu pouvais aller remettre de l'eau gratuitement, tu pouvais dormir gratuitement. C'est pratique, surtout quand tu connais la galère des fois de trouver de l'eau, d'avoir des eaux propres, quoi, et de vider tes eaux grises. Et ouais, non, sinon, niveau des spots, il y a moyen de trouver des beaux spots nature dans les Dolomites, mais ouais, je pense qu'il faut quand même partir hors vacances scolaires, parce que je pense qu'en plein été, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de se garer, de stationner. La police et tout sont peut-être plus regardants aussi, tu vois, quand c'est en été que c'est un peu le bazar partout, alors que quand c'est en hiver ou au printemps, ou début d'été, quand il n'y a pas trop de monde, ils sont peut-être plus indulgents et puis ils laissent peut-être plus facilement, tu vois, les vannes s'installer, quoi. Mais c'est pour ça, ouais, ce qu'on a vachement apprécié, en fait, dans les Dolomites comparé peut-être à la Suisse, à l'Allemagne, c'est qu'il y avait vachement cette facilité, tu vois, à trouver des spots, que ton chien soit accepté partout. Organiser un road trip dans les Dolomites, tout est assez rapproché au final. Tu peux faire une demi-heure, 3/4 d'heure de route, tu vois, tu peux te faire tes étapes, t'as pas besoin de faire 1 heure de route entre chaque. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même pas mal, quoi, et assez facile, ouais, comparé la Suisse, l'Allemagne, tu vois, où là déjà, rien que pour dormir en van, c'est beaucoup moins toléré. En général, c'est soit des spots payants ou des aires de camping-car, tu vois, donc ça perd de son charme, quoi. Et du coup, quand tu pars comme ça en van, tu utilises des outils en particulier pour organiser tout ça ou tu y vas plutôt comme ça en te disant on verra bien ce qu'on fait sur place et... Après, on a toujours la solution quand même de Park Fortnite. C'est pratique, quoi. On va essayer de chercher quand même un petit peu sur sur Internet avant, quand on va commencer à préparer le road trip. Sur Internet, sur Instagram, voir si on peut pas repérer des lieux avant, tu vois. Mais ouais, non, sinon on garde vraiment Park Fortnite, c'est vraiment la solution d'urgence si besoin. À force de partir en van, tu le ressens aussi, si tu peux dormir à un endroit ou pas. Et maintenant, c'est assez bien renseigné. Enfin, il y a souvent des panneaux quand tu peux pas dormir à un endroit ou quand tu vois que tu déranges ou quoi, faut avoir l'intelligence de dire, je vais pas dormir là et puis je vais ailleurs, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à partager aux personnes qui aimeraient aller découvrir les Dolomites, que ce soit en van ou pas, mais généralement avec leur chien, c'est le but du podcast, donc normalement c'est ceux qui voyagent avec leur chien. En conseil, je conseillerais de partir déjà hors période scolaire. Ça, c'est vraiment mon conseil. Enfin, moi, je me verrais pas y partir en plein été. Vraiment partir peut-être juin, mai, juin. C'est là, j'ai vu pas mal maintenant, les lacs sont beaucoup moins beaux quand tu commences à rentrer pas mal dans l'été, vu que les étés sont de plus en plus chauds et les niveaux de lacs baissent énormément. Et pareil, j'ai eu pas mal de retours sur Insta de gens qui m'ont envoyé des photos des lacs et comparé aux miens en fait, et ils me disaient mais enfin c'est pas possible quoi, t'as pas pris cette photo là il y a un mois et demi ou quoi. Je disais si pourtant, et c'est vrai que maintenant les lacs, enfin
C'est plus des paysages de désolation, malheureusement, avec le réchauffement climatique et tout ça. Et après, voilà, si vous voulez vraiment profiter, voir des beaux lacs et tout, il faut vraiment y aller assez tôt dans la saison. En automne, ça doit être magnifique aussi. Moi, j'aimerais beaucoup y retourner en automne. Ça doit être aussi magnifique à voir, quoi. Avec toutes les couleurs d'automne, j'ai déjà vu des photos. Et ouais, ça doit être super. Je voulais juste refaire un petit point sur les randonnées. C'est quand même un spot où on en fait pas mal, au final, pour aller voir les lacs, les cascades, etc. Est-ce qu'elles sont accessibles? Alors ça va être aussi, tu vois, un autre avantage des Dolomites, c'est que tu vas en avoir en fait pour tous les niveaux. Enfin, moi, c'est ça que j'ai apprécié aussi, parce que tu vois, tu vas avoir des grands lacs, entre guillemets, de vallée assez bas en altitude qui vont être magnifiques et qui vont être accessibles, même si tu marches pas, en fait, tu peux te garer au bord du lac et profiter de la vue. Comme notamment, on sait, genre le lac de Dobiaco, d'Antorno, Misurina. Tous ces lacs-là, c'est vraiment des lacs de bord de route, en fait, et c'est magnifique, même le lago d'Ibray. Voilà, tu y vas, faut payer le parking. T'es vraiment à 200 mètres du lac. Et sinon, après, tu vas avoir aussi de la vraie randonnée, quoi. Comme je te disais, quand tu vas au Tressimé, si tu veux pas payer ta route panoramique, tu vas faire une bonne randonnée, d'une bonne quinzaine de kilomètres. C'est pareil pour Sorapis. Ça fait moins, mais ça fait vraiment de la belle randonnée de montagne. Et là, plus compliqué. Donc, non, il y en a faut se renseigner des randonnées avant, mais t'en as, pour tout, vraiment pour tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est quand même assez chouette. Et t'as pas mal de sentiers qui sont bien, comment dire, qui sont bien aménagés pour les gens, qui sont assez larges. Donc, enfin, moi, dans l'ensemble, c'est quand même assez simple, tu vois, de randonner dans les Dolomites. Mais je pense que pour les plus initiés ou qui veulent plus de difficultés, il y en a vraiment pour tout le monde, en fait. Comme il y a pas mal de via ferrata aussi. Des choses, avec un niveau quand même plus élevé, tu vois, pour vraiment les amoureux de montagne les vrais initiés, en fait, à la montagne, quoi. Ok, trop bien. Et est-ce qu'il y a des vigilances de sécurité auxquelles il faut faire plus attention, tu vois, par exemple, comme les patous, les chiens de troupeau, tu t'en parlais tout à l'heure sur une des randonnées qui est plutôt engagée avec des marches que les chiens peuvent ne pas apprécier. Alors, en général, très souvent, il faut quand même avoir son chien qui est attaché. Ils préconisent d'avoir les chiens attachés. Alors après, je sais pas trop si c'est pour peut-être pour l'abondance par rapport aux gens. Et puis, t'as énormément de chiens du coup qui y vont avec leurs chiens, donc c'est peut-être pour la question de sécurité. Après, je sais pas trop s'il y a des patous en fait dans ce coin-là. Moi, j'ai pas fait trop de zones avec des troupeaux, qui sont sujets à avoir des patous, tu vois. En général, c'est les chiens attachés. Après, à part au niveau des lacs qui sont en vallée, là, tu peux avoir ton chien détaché, même ton chien peut se baigner. Enfin, même les gens se baignent aussi, tu vois. Donc, c'est quand même cool. Et après, t'as les randonnées. En général, c'est marqué, mais t'as des randonnées où là, tu vas avoir des risques avec des passages exigus, des choses du genre. Donc là, il faudra bien attacher ton chien, bien connaître ton chien aussi, parce qu'il faut pas que ton chien fasse n'importe quoi. Je sais qu'Ouna, comme on disait, c'est un chien quand même assez hyperactif. Elle a besoin de se défouler en permanence, elle cavale partout. Et, je sais que là, ces moments-là, il faut vachement la canaliser, il faut la mettre au pied, qu'elle bouge pas et qu'elle avance sans prendre de risques, quoi. Après, comme je te disais, il faut quand même avoir une muselière quand tu prends des transports. Et en parlant de la muselière, est-ce que tu as un matériel spécifique que t'emmènes quand tu voyages avec Ouna? Au fil du temps, on a pas mal de matériel avec Ouna, vu qu'on a quand même pas mal d'activités différentes avec elle. On part maintenant toute l'année, à chaque saison, donc on essaye d'avoir le matériel approprié. Après, en randonnée, en général, on va avoir un petit harnais. On prend pas de harnais de traction, nous, que Ouna a la fâcheuse tendance à trop vouloir tirer, et puis même dans les descentes. Donc on lui prend un petit harnais comme ça et comprend, on n'a pas besoin on n'a pas besoin qu'elle nous tracte en fait. Donc on va avoir ça. On utilise pas mal. L'année dernière, on a commencé le bivouac. Donc on lui a acheté un petit harnais avec les sacoches sur les côtés qui lui permettent de porter un petit peu. En général, on lui fait porter la nourriture lyophilisée et puis ses croquettes. Elle est en garde de la nourriture. Elle a cette responsabilité-là, tu vois. Mais bon, c'est pas trop lourd et puis c'est vrai que ça prend quand même de la place pour rien dans nos sacs. Donc c'est bien, tu vois, de pouvoir se délester de ça. Après, on va essayer de prendre quand même un peu de matériel de secours au cas où. Si elle se blesse, je sais qu'au tout début, quand on l'a eu, Ouna, elle avait les petons hyper fragiles et elle se coupait les petons pour un rien en fait. Donc on a des petits chaussons de protection qu'on lui a achetés. Ça c'est compliqué parce que en général elle garde 5 minutes et vu qu'elle sait pas marcher, elle sait que courir, les chaussons volent, mais on lui prend des compresses, des désinfectants, des crèmes cicatrisantes, de quoi la soigner un peu sur place si besoin. On a ça, mais c'est bien d'avoir quand même au moins un petit chausson de protection, on sait jamais ce qui peut se passer, quoi.
quitte à vraiment bien le scotcher à la patte si elle se blesse. On a tout ça. Après, pour l'hiver aussi, on lui avait acheté un manteau parce qu'au début, elle était vraiment pas du tout habituée à la neige, en fait. Elle grelottait, alors je sais pas si c'est nous, si on s'était fait des films qu'elle avait hyper froid ou quoi, ou si vraiment elle avait besoin de ça, mais on lui mettait un petit manteau au début. Maintenant, elle en a plus forcément besoin, tu vois. Pour l'hiver, l'huile de coco aussi, c'est bien pour les petons. Je sais qu'une année aussi, la première année, on l'a amené à la neige était hyper verglaçante, tu sais, et du coup, elle se coupait les petons hyper, ça saignait, quoi, avec le froid, et puis la dureté, c'était hyper abrasif, la dureté de la neige, donc on lui mettait de ça. On a une petite lampe aussi quand on part en randonnée assez tôt le matin, on lui met une lampe au harnais pour la repérer. On sait jamais, en général elle est attachée, mais si on veut la détacher ou quoi, elle a sa petite lampe, on la repère quand même assez facilement. Ouais, et puis ça c'est vraiment, je pense, le truc à avoir. Enfin, même au final, quand tu pars en promenade pas loin de chez toi et que la nuit tombe vite, tu peux vite être embêté si ton chien a envie d'être lâché, etc., d'avoir du mal à le retrouver, surtout quand t'as un chien noir. C'est ça, ouais, quand t'as un chien noir dans le noir, c'est tout de suite compliqué. Oui, c'est vrai, comme tu le dis, surtout là, à cette période de l'année où il fait nuit tôt, c'est bien d'avoir une petite lampe comme ça. Nous, on s'en sert aussi quand on va courir avec elle, pour que les gens puissent bien la voir. Donc ça, ouais, non, voilà, on a surtout pas mal de types de harnais différents qui sont adaptés à chaque activité, en fait, qu'on va faire avec elle. Ça, puis avoir une bonne trousse de secours, surtout en van, quoi, parce que c'est vrai que ça peut être vite galère même pas quand tu pars en van, mais pour les gens qui partent en vacances avec leurs animaux, et que si tu as besoin de faire appel à un vétérinaire, c'est vite compliqué. Enfin, si t'as pas tes habitudes, tu vas pas connaître forcément un vétérinaire sur place ou quoi. Donc voilà, pouvoir faire les premiers petits soins si besoin, et si ça peut éviter d'aller au vétérinaire pour un petit truc bête, ça peut bien sauver des fois une journée ou une matinée, quoi. Je pense qu'on a fait le tour des questions au sujet des Dolomites et de tes petites habitudes avec Ouna. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aimerais partager ? Ouais, non, venez faire un tour sur mon compte Instagram, suivre nos aventures. On te retrouve sous quel pseudonyme ? Alors sur Insta, c'est ToninKDB, TONINKDB, tout simplement. Ça, et là je suis en train aussi j'avais un site voyage avec son chien, alors en ce moment il n'est pas accessible, parce je suis en train de le refaire entièrement, mais je vais bientôt le réouvrir, c'est toninkdb.com aussi. Donc pour les gens qui veulent faire un tour, et puis si vous voulez adopter un chien ou quoi, franchement, n'hésitez pas, quoi. C'est la meilleure des aventures qui puisse se passer, je pense. Au final, tu regrettes un petit peu le fait d'avoir attendu aussi longtemps avant d'adopter Ouna ? Ouais. Si j'avais su, j'aurais fait avant. Je pense que c'est comme quand on a un projet, qu'on a un peu peur de se lancer, qu'on a un peu de crainte. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Bon, après, on n'aurait pas forcément eu Ouna. Là, on a quand même de la chance de tomber sur elle. Là, c'est vrai qu'on hésite un petit peu, tu vois, à lui prendre une petite sœur. Donc, on va voir. On aimerait bien qu'elle ait une copine, tu vois, tant qu'elle est encore jeune, ça peut être cool. On va voir ça, courant de cette année, mais faut pas avoir l'appréhension, quoi. Faut se dire, faut bien faire les choses, bien se renseigner, être prêt à mettre des choses en place, mais après, il y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Au final, je sais que tu vois, on s'était fait toute une montagne, et puis c'est déroulé naturellement, et puis au final, on est trop heureux de l'avoir, de tout partager avec elle. J'espère qu'on va encore partager plein d'aventures avec elle, et puis ça va continuer comme ça, quoi. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé tous ces beaux conseils donc pour visiter les Dolomites, le voyage en van, etc., etc. Moi, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur son compte Insta parce qu'il y a des pépites et il y a plein de bons conseils, que ce soit sur les Dolomites ou d'autres spots. Et voilà. Merci beaucoup, Tonin. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. C'était chouette, une superbe expérience. Puis en espérant te voir dans les Dolomites très prochainement. Yes, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, TWIP, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance, et je vous dis à très bientôt.